Bonsoir à tous et bienvenue dans la première grande édition d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre de cette toute nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. En conférence de presse ce lundi, les comités syndicaux du Syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et le syndicat autonome des cadres médicaux du CHU Gabriel Touré invitent l'administration de l'hôpital et des autorités à satisfaire leurs doléances pour mettre fin à leur grève. Vous en saurez plus dans cette édition. Du 14 au 16 juillet 2023, des hommes armés non identifiés ont tué au moins 2 personnes et enlevé 2 autres. Une situation qui inquiète les populations qui ne cessent d'interpeller les autorités sur la situation dans la région de Gao. Après 10 jours de compétition culturelle et artistique entre les 19 régions et le district de Bamako, la région de Ségou s'empare de la première place au classement général de la Biennale artistique et culturelle. Les détails dans cette édition. Bonsoir une fois de plus et bienvenue aux infos. Les comités syndicaux du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et le syndicat autonome des cadres médicaux du CHU Gabriel Touré ont animé ce lundi un point de presse autour de la série de grèves en cours dans cet hôpital. Afin de limiter les conséquences de cet arrêt de travail sur les usagers de cet hôpital, les syndicalistes appellent l'administration et les autorités sanitaires à assumer leurs responsabilités en satisfaisant leurs revendications. Le compte-rendu est signé Bakari Msidibé. Les conditions d'accueil sont déplorables. Depuis bientôt 2 ans, le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré traverse une crise sans précédent qui n'est pas sans conséquences sur la bonne marche de l'hôpital. Pourtant, un accord avait été obtenu au mois de mars 2023 pour mettre fin à la grève illimitée qui a duré 1 mois à l'époque. Les revendications de ces comités syndicaux tournent autour de 6 points, dont le premier point concerne l'application du décret numéro 06-189 PRM, donc portant modification d'un décret. L'application de ce décret concerne le choix des représentants du personnel au conseil d'administration. Et le 6e point, c'est tout ce qui a été conclu entre les comités syndicaux et le gouvernement, mais qui n'ont jamais été réalisés. Avec plus de 12 000 consultations et plus de 20 000 hospitalisations, le CHU Gabriel Touré est l'hôpital le plus fréquenté au Mali. C'est pourquoi les syndicalistes appellent la hiérarchie et les autorités sanitaires à la table des négociations. Vous pouvez le vérifier, et ce n'est pas un mensonge. À Gabriel Touré, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui dans les plus petits centres de santé communautaires, mais qu'on ne peut pas réaliser à Gabriel Touré. Ce que nous revendiquons, ce n'est pas de la mer à boire. Et ce que nous demandons aux autorités, c'est vraiment un cri de cœur, c'est un appel que nous lançons. Nous sommes aussi des fils de ce pays. Nous voulons être écoutés. Nous voulons être compris. Nous voulons être mis juste dans nos droits. Si ce qui est faisable aujourd'hui, qu'on nous le dise, ce qui n'est pas du tout faisable, qu'on nous le dise. Si nous sommes vraiment dans l'illégalité, eh bien que nous subissons toute la rigueur de la loi. Mais lorsque un syndicat déclenche un mouvement de grève, c'est conformément à la loi. Et cette loi fait obligation à l'État vraiment d'ouvrir des négociations en bonne et due forme et vraiment de trouver des solutions. À noter que cette rencontre avec la presse a été organisée selon les syndicalistes dans le but d'informer l'opinion nationale et internationale de la volonté des travailleurs de CHU Gabriel Touré à œuvrer pour instaurer des meilleures conditions de travail pour l'intérêt des patients. Les responsables de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, ont convenu avec les autorités maliennes sur un calendrier de retrait entre le 15 septembre et le 15 décembre 2023. Omar Koïta pour les explications. La partie malienne et onusienne s'accordent sur le calendrier de retrait des casques bleus.
Selon un tableau de retrait largement partagé sur les réseaux sociaux, le départ des premiers contingents des Nations Unies du sol malien pour le secteur ouest, qui concerne les localités de Ber et Gundama, va démarrer à partir du 15 août 2023, le 15 novembre 2023 pour la ville de Tombouctou. Ensuite, le processus se poursuivra dans le secteur nord où les troupes de l'aménagement seront retirées le 30 septembre prochain d'Aguelok, Tessalit. Pour la ville de Kidala, le retrait de l'aménagement est programmé pour le 15 novembre 2023. Quant au secteur Est, les casques bleus vont quitter définitivement la région de Menanka le 15 août 2023. Dans le secteur centre, il est prévu que la mission onusienne quittera respectivement le 15 août et le 15 novembre à Ogosagou et Douanza. Le 15 décembre 2023, dernier jour du retrait définitif, concerne les villes d'Assongo et Gao. Le même 15 décembre 2023, le quartier général de l'aménagement, qui a élu domicile à Bamako, va également définitivement plier armes et bagages, ce qui mettra, sauf en cas de déconvenue, la fin de la présence des troupes onusiennes sur le sol malien. Les volontaires engagés pour le changement et l'émergence du Mali, regroupés au sein du Front des forces pour le changement et l'émergence, ont signé le samedi dernier dans un hôtel de la place un protocole d'accord dans le cadre d'un nouveau projet intitulé Force Faso Benko. Par ce projet, les volontaires veulent contribuer à la résolution de la crise que vit le Mali depuis plus de 10 ans. Gabriel Keita. Dans le cadre de la recherche et de proposition de solutions de sortie de crise, les volontaires engagés pour le changement et l'émergence du Mali, regroupés au sein du Front des forces pour le changement et l'émergence, ont initié le projet Force Faso Benko. Il s'agit à travers cette initiative d'apporter leur contribution à la restauration de la paix et de promouvoir le développement socio-économique. Le projet Changeons le Mali par nous-mêmes du FFC est un idéal, une idéologie, une vision réalisable par les Maliens, une remise en cause, une stratégie, des actions et des moyens qui ne sont pas une panacée ou une propriété privée, mais un projet commun à tous les Maliens porteurs de valeurs et de principes, tout en restant une opportunité pour tous et pour que le Mali retrouve la prospérité et le progrès sur la base des valeurs. Ce projet apporte l'innovation dans l'approche, à travers une éducation de qualité, une sécurité par tous et pour tous, la santé pour tous à moindre coût, l'aménagement de terres irrigables abondantes permettant l'exportation, une politique fiscale intégrale à visage humain. Cette initiative des volontaires engagés pour le changement et l'émergence du Mali a été appréciée à sa juste valeur par le SINACODEM, qui se reconnaît dans ce nouveau projet. Nous sommes syndicats de commerçants d'État du Mali, nous sommes un peu partout, nous sommes dans toutes les cercles, dans toutes les régions du Mali, nous sommes dans les marchés. Donc s'il y a des conventions de ce genre qui est en train de créer dans notre capitale ou dans notre pays, le Mali, donc nous, moi je crois que le SINACODEM doit être signataire, le SINACODEM doit être partant pour accompagner et puis faire des bénédictions pour que l'ambition que ce mouvement a, pour que l'ambition soit réalisée. Cette cérémonie de signature de convention des volontaires a pris fin par une prestation artistique. Actualité régionale, un enlèvement et 2 assassinats dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 dans la région de Gao. La situation sécuritaire dans la ville est loin de s'améliorer. Tous les jours apportent son lot d'enlèvements et d'assassinats, comme ce week-end au cours duquel plusieurs personnes ont été tuées ou enlevées. Alamako Djabati. Selon nos confrères de Gao Info, il n'est pas exagéré de dire que l'insécurité est devenue une équation sans solution dans la région de Gao. Malgré les cris de détresse des populations, les opérateurs économiques de la région sont les cibles récurrentes des hommes armés toujours non identifiés. En régnant en maître dans la région, ils viennent de faire des autres victimes dans une même famille.
En effet, un commerçant du nom de Soumeila Bara du village Batal, commune de Soni Alibert, cercle de Gao, a été enlevé chez lui vers 2h du matin dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023. Malheureusement, un membre de sa famille a été tué par les assaillants au cours de l'attaque. Un autre jeune du même village a été assassiné dans la même soirée pour sa moto à quelques mètres de sa maison sur la route nationale au niveau du village de Seina. À ce rythme, si rien n'est fait dans l'immédiat, Gao risque de se vider de ses commerçants sans protection. À peine 24 heures après les événements malheureux de la commune de Soni Albert qui ont occasionné 2 morts et un enlèvement dans la nuit du samedi au dimanche, revoilà la ville de Gao replongée dans son insécurité quotidienne. Hier dimanche, un autre opérateur économique a été ciblé et enlevé par des bandits armés qui l'ont conduit vers des destinations inconnues. Roselyne Sebio pour le récit. Selon encore nos confrères de Gao Info, au cœur de la ville, un commerçant vendeur de pièces détachées du nom de Maman Wassam Sissé a été enlevé ce dimanche après-midi au 7e quartier par des hommes armés non identifiés. Ce énième scénario macabre avec lequel la cité des Askia s'est malheureusement familiarisée prend des proportions inquiétantes. Les autorités sont encore une fois sollicitées. L'hôpital régional de Sikasso a présenté ce lundi les bilans de ses activités 2022 de lutte contre le sida au secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et le directeur pays de l'ONU-SIDA. Sur 2600 personnes dépistées, 112 sont séropositifs et près de 700 malades sont à ce jour suivis par la structure. On fait le point avec Maliki Diallo. Après la région de Ségou la semaine dernière, la mission conjointe ONU-SIDA et le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida est à Sikasso pour la dissémination du nouveau cadre stratégique national de lutte contre le sida. À l'hôpital régional, la délégation a échangé de vive voix avec l'administration et le personnel impliqué dans la prise en charge de l'épidémie. Occasion pour la direction de présenter son bilan de 2022 aux visiteurs. Nous avons dépisté 2600 personnes, dont 112 nouvelles infections. Et nous avons eu 14 décès et 15 pertes de vue par rapport à la prise en charge du VIH à l'hôpital de Sikasso. Nous sommes organisés de façon à ce que les malades puissent avoir une prise en charge globale, c'est-à-dire une prise en charge clinique, une prise en charge au niveau du laboratoire et une prise en charge au niveau de la pharmacie par la dispensation des ARV. Ils sont même accompagnés par nos conseillers psychosociaux, donc ils ont une prise en charge globale à l'hôpital de Sikasso. Le directeur pays de l'ONU-SIDA et le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-SIDA ont félicité la direction régionale de l'hôpital de Sikasso pour sa stratégie de riposte au VIH. Ce que je retiens d'abord de sa présentation, c'est leur capacité d'organisation et leur efficacité dans la lutte contre le VIH, leur engagement à travers les présentations qu'ils ont eu à faire. Donc, et en plus, ce que je retiens, c'est que la lutte contre le VIH demeure toujours problématique. Parce qu'actuellement, à l'hôpital de Sikasso, il y a environ 700 files actives que l'hôpital est en train de suivre. Il y a de temps en temps des ruptures en intrants qui ont été signalées, que ce soit le médicament, les ARV ou bien la charge virale, mais que les ruptures sont minimes actuellement. Avec 100 nouvelles infections par semaine, le Mali est loin de l'objectif des Nations Unies de mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. La situation préoccupe aujourd'hui les autorités de la transition, d'où l'engagement personnel du chef de l'État afin que notre pays puisse être au rendez-vous mondial. L'engagement politique du chef de l'État ne fait aucun défaut. D'abord, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est de changer de leadership au niveau de son bras de travail qui est le secrétariat exécutif national de lutte contre le VIH-Sida. Donc, et ensuite, son appui dans l'élaboration du cadre stratégique et la position de sa signature, la validation du cadre stratégique national de lutte contre le sida par sa personne.
Donc cela dénote de son plein engagement par rapport à la lutte contre le VIH. Et ensuite, les instructions qu'il nous a données, il nous a instruit de disséminer ce cadre stratégique au niveau des exécutifs régionaux, au niveau des acteurs de la lutte contre le VIH et au niveau de la société civile. Donc cela dénote réellement de l'engagement politique du chef de l'État. La visite à l'hôpital régional de Sikasso a été marquée par la remise du cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida à la directrice adjointe de la structure. La biennale artistique et culturelle du Mali a pris fin hier dimanche soir à Mopti. Après 10 jours de compétition culturelle et artistique, la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des gouverneurs des 19 régions du Mali et du gouverneur du district de Bamako sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, représentant le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le compte-rendu est signé Moussa Traoré Soumaïla Aya. Après 10 jours de compétition, nous voilà au terme de la 23e édition de la Biennale artistique et culturelle du Mali. Pour le porte-parole du gouverneur des régions et le département de la culture et de l'artisanat, la Biennale de Mopti a été une véritable turbine d'échange et de scènes compétition artistique entre les jeunes du Mali, mais aussi un moment de reconnaissance du mérite aux hommes et femmes qui se sont investis pour la promotion de la culture malienne. Que de Monsieur, Excellence, Monsieur le Premier ministre, face à un répertoire inédit qui a fait vibrer notre fibre patriotique, nationaliste et qui nous fait ressentir cette chaleur viscérale d'être Maliens et Maliennes à Mopti, Taoudeni, Koutiala, Nara, Sikasso, Menaka, Bamako, Nyoro, Bougouni, Kidal, Kita, Banjagara, Gao, Kulikoro, Tombouctou, Djoïla, Sankaï, Ségou et Douanza. Jeunes du Mali, pendant 10 jours et 10 nuits, dans la communion totale, vous avez brigué votre attachement à la nation malienne, à son unité dans la diversité, mais aussi votre engagement à sacrifier à un même destin. Dans son discours de clôture, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a rappelé l'importance de la biennale et la possibilité d'y vivre ensemble au Mali. Pendant 11 jours, dans la communion totale, vous avez prouvé votre attachement au Mali, à la diversité de sa culture, à ses valeurs d'unité, de diversité, de cohabitation pacifique, de tolérance, de pardon et de solidarité. Au classement général, la région de Ségou est arrivée en tête avec une note de jury de 100 points, suivie de la région de Bougouni avec 99 points, alors que la région de Djoïla a occupé la 3e place. À cette cérémonie de clôture, le jury a recommandé l'organisation de sessions de formation théorique et pratique dans toutes les disciplines avant la prochaine biennale. Il souhaite, en plus de l'augmentation du nombre de jours de compétition, l'organisation d'une réflexion pour dégager les conditions de prestation des orchestres modernes et la représentation des danses traditionnelles. En tout cas, la fête à Mopti fut belle et Tombouctou a été désigné par le Premier ministre Dr Choguel Maïga pour recevoir l'édition de 2025. Moussa Traoré et Soumaïla Aya nous reviennent, mais cette fois-ci sur les résultats des compétitions suivantes. Du 6 au 16 juillet 2023, les 9 régions administratives du Mali, plus le district de Bamako, ont rivalisé en compétition dans 7 numéros, à savoir l'ensemble instrumental traditionnel, le solo des chants, la pièce de théâtre, la musique d'orchestre, la danse traditionnelle et le chœur. L'objectif était de promouvoir les expressions artistiques et culturelles. Au classement général de cette biennale artistique et culturelle, la région de Ségou est arrivée en tête avec une note de jury de 100 points. Les sentiments sont un sentiment de fierté, un sentiment de légitime fierté face à ce résultat. Ségou classé première, je ne suis pas surpris pour autant. Parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été abattu, tout comme les autres régions aussi qui ont abattu chacune un travail immense, n'est-ce pas, au cours de cette biennale, cette 23e édition. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'au final, c'est le Mali qui gagne. C'est le Mali qui gagne avec la biennale qui est de retour, avec cette retrouvaille entre l'ensemble, n'est-ce pas, des jeunesses des différentes régions
pour sceller la paix, pour chanter la paix, pour chanter la cohésion, pour chanter, n'est-ce pas, la grandeur du Mali. Donc vraiment, c'est le Mali qui gagne. Pour une première participation en tant que région, Bougouni occupe la 2e place avec 99 points, alors que Djouila s'est hissé à la 3e place de cet événement culturel qui a fait vibrer les cœurs pendant 10 jours de compétition dans la Venise malienne. J'ai un sentiment de joie, de fierté, parce que c'est la première fois que notre région se présente à la Biennale et c'est classe 2e. Je dirais que le message que je lance à la population malienne, la Biennale, s'il n'était pas là, il fallait la créer. C'est l'occasion que tous les Maliens se connaissent, se donnent la main et vraiment c'est l'occasion aussi que le Mali se retrouve. Pour magnifier aussi l'engagement de la population de Djouila à nos côtés, depuis le début jusque-là, pour montrer aux gens le travail que le gouverneur de Djouila a eu à faire, le sacrifice qu'il a eu à faire pour cette troupe-là, et tous les sacrifices qui ont été consentis par les uns et les autres pour que nous soyons à cette place aujourd'hui. Voilà, vraiment, c'est aussi pour la paix au Mali. Voilà, nous sommes très très heureux aujourd'hui que toutes les régions du Mali soient représentées au stade ici, que tout le monde soit témoin de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc voilà, mesdames et messieurs, vous auriez donc tout compris. Les lampions donc s'éteignent ici sur le stade Barema Bokoum de Mopti et ceci met donc fin à la 23e édition de la Biennale artistique et culturelle où nous avons vécu toutes les formes d'expression de la culture malienne à travers des chants, à travers des danses et à travers les théâtres. Les cœurs ont vibré pendant 10 jours et cette magnifique réussite est à l'honneur de la jeunesse dans la symbiose et la quiétude totale. Rendez-vous pour Tombouctou 2025. Vivement la prochaine édition. Après l'ère sacre à la Biennale artistique et culturelle, la délégation sérouvienne a été reçue ce lundi par les autorités de la cité des Balanzans. C'était en faveur d'une cérémonie organisée à l'honneur des gagnants de cette 23e édition de la Biennale. Suivons quelques réactions au micro de notre correspondant, Mohamed Lamine Sourouba. Faut-il les rappeler? Pour saluer la bonne initiative prise par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Qui l'aurait cru? On est en train de dire chaque jour que pour que le Mali sorte de la situation dont elle vit aujourd'hui, il faut que les Maliennes et les Maliens croient. Qu'ils s'unissent, qu'ils soient tous debout comme un seul homme. Et le Mali va se relever. On dit toujours que l'armée est en train de monter en puissance. La démonstration vient d'être faite. C'est avec cette armée puissante que les rêves est devenue une réalité. La Biennale a eu bel et bien lieu à Mopti et dans de très bonnes conditions. Elle n'a pas eu à envier aux autres biennales qui se sont tenues dans les temps au moment où le Mali était dans toute la quiétude possible. Quant à la délégation des Ségou, je tiens à vous remercier, toutes et tous, avec à votre tête le gouverneur. Pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde de football prévue en 2026 aux États-Unis, les Aigles devront finir premiers de leur groupe. Ils devront surtout prendre le meilleur sur le Ghana, principal adversaire dans le groupe I. Les Aigles du Mali partent-ils favoris du groupe I? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Guindo Djelika. Éliminés en barrage contre la Tunisie lors de la dernière édition, les Aigles du Mali espèrent pour une première fois de son histoire se qualifier à la Coupe du monde 2026. Pour ce faire, le Mali doit terminer premier de son groupe, composé du Ghana,
le Madagascar, la Centrafrique, le Comore et le Tchad. Toutes les nations, toutes les équipes nationales aujourd'hui s'inscrivent dans une dynamique d'évolution. Souvent, on peut considérer une équipe comme une petite équipe, mais peut-être le style de jeu de cette équipe crée plus de difficultés que le style de jeu d'une équipe qu'on considère comme une grande équipe. Si le Mali part favori de cette poule grâce à notre classement, la réussite va dépendre de comment les Aigles du Mali vont aborder les matchs de ces éliminatoires. Ce sont des équipes à ne pas oublier, surtout que l'accès est difficile à ces zones-là. Tout va dépendre de la façon dont on va préparer les matchs-là, parce que les voyages-là vont être difficiles, donc il faudrait beaucoup préparer ces matchs. Si nous arrivons à rentrer bien dans ces compétitions, nous pouvons tenir notre épingle du jeu. Si le Ghana est considéré comme une menace pour le Mali dans ce groupe I, pour Oumar Baba Traoré, président de la GSM, le Mali peut jouer sans complexe face aux Black Stars. Les 5 à 6 dernières rencontres, confrontations Mali-Ghana ont majoritairement tourné à l'avantage du Mali. Et à titre de rappel aussi, les 2 sacres des Aigles pour décrocher les médailles de bronze au Gabon puis en Afrique du Sud ont été obtenus grâce sur le Ghana en match de classement. Donc c'est à dire que le Mali joue sans complexe face aux Ghanéens. Et l'autre chance aussi pour les Maliens peut être que les autres équipes ont l'habitude de trébucher à domicile. En la matière, nous avons cette culture ou cette complicité des Aigles avec leur public. Ça veut dire qu'on va faire une opération de 5 victoires à domicile. À noter que les qualifications zone Afrique débuteront en novembre prochain. Bonne chance aux Aigles. C'est ce qu'il fallait retenir comme information dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur notre beau pays, le Mali. Amen.